bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Nangadef, Amaro, Djem, Mbada, Atseli. J'ai oublié un truc, un poulard que j'avais envie de dire. Donc, salam alaikum, bonsoir, chers compatriotes mauritaniens, tous, notamment ceux qui ne sont pas hassanophones, qui ne parlent pas hassaniya ou qui ne le comprennent pas bien, qui ne comprennent pas mes lives en arabe et en hassaniya. Je suis heureux aujourd'hui d'essayer de vous faire un live en français. J'aurais bien voulu le faire, de pouvoir un jour le faire dans les langues ou les dialectes nationaux tels que le halpoulard, le poulard, hein, le soninké, le wolof et voilà. C'est les trois dialectes autres qui ne sont pas le hassaniya. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui ne sont pas hassanophones. C'est pour ça que de temps à autre, j'essaye de résumer l'essentiel de ce que je tente d'expliquer, notamment la résultante des lives que je fais un hassaniya mélangé avec un peu d'arabe. Donc c'est la résultante, si vous voulez, des conclusions générales auquel a abouti ce qu'on appelle le projet En avant la Mauritanie. C'est un projet que j'ai l'honneur de diriger depuis 3 ans, plus de 3 ans, qui est né vers la mi-2017, qui regroupe tous les Mauritaniens de tous bords, de toute origine, de toute caste sociale, et qui a pour objectif tout simplement de remplir le fossé entre l'existant et l'inexistant dans la construction nationale. Donc, inutile de rappeler le constat classique de dire que nous vivons dans une république de Mauritanie, la République islamique de Mauritanie, qui est en chantier en réalité, qui n'est pas encore arrivée à maturité étatique, malheureusement. Merci, bienvenue à tous. J'ai enchaîné directement ce live, après avoir fait un live en arabe qui a débordé, parce qu'il devait commencer à 22h heure de Nouakchott pour se terminer à environ 30 ou 45 minutes plus tard, mais il a débordé jusqu'à 11h pile, donc je n'ai pas eu le temps de me reposer. Mais je vais essayer de ne pas être long, parce qu'il y a beaucoup de Mauritaniennes et de Mauritaniens qui méritent de comprendre exactement ce que je veux dire, de mes compatriotes mauritaniens qui sont non hassanophones. Et il faut que tous les Mauritaniens s'habituent à savoir qu'ils ne sont pas tous hassanophones, qui sont poulards, qui sont soniqués, qui sont wolof, et il y a même quelques bambara. En Mauritanie, ça, il faut que tous les Mauritaniens qui veulent contribuer et qui veulent parler des choses publiques, des affaires publiques, qui sont des affaires du peuple mauritanien, et le peuple mauritanien n'est pas à 100%, pas du tout, hassanophone. Donc on a 4 dialectes nationaux, on a 4 dialectes nationaux, on est fiers de ça, et on est fiers de cette diversité. C'est pas de la complaisance, c'est pas pour faire la langue de bois, ou pour plaire à tel ou à tel, ou pour atténuer un esprit de vengeance, ou atténuer une certaine haine. C'est pas mon objectif. Non. Tant mieux si ça peut jouer un rôle positif, mais c'est une conviction. Voilà, j'estime que la Mauritanie est plutôt plus belle en étant une Mauritanie, j'allais dire, non pas une Mauritanie multiculturelle ou multiethnique, j'ai envie de dire cosmopolite. Une Mauritanie qui est parfaitement brassée et qui regarde vers l'avenir. Il faut qu'on sache qu'un pays mono-ethnique n'existe quasiment pas et que cet aspect n'est pas intéressant. C'est plutôt un handicap si on se retrouve seulement dans une population qui est monolinguistique, ou qui a une seule langue ou qui a une seule culture. C'est moins intéressant que d'être à plusieurs, d'être nombreux à avoir plusieurs cultures. Et la preuve est là, hein. Les spécialistes savent que les États-Unis d'Amérique a été propulsé dans son développement, dans sa domination du monde, grâce à sa diversité culturelle, bien entendu. Et bien des pays à travers le monde. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la question de l'unité nationale. J'en ai déjà parlé beaucoup. Cette idolâtrie est déjà brisée pour moi. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans le projet En avant la Mauritanie, nous estimons, quels que soient les malentendus ou les préjugés que peuvent avoir les uns ou les autres sur nous, parce qu'ils sont tombés sur une photo où il y a plus de blancs que de noirs, ou sur des noirs que des blancs. Ça fait longtemps qu'on ne s'arrête plus à la peau. Ça ne nous intéresse pas. Aussi bien ceux qui nous qualifient d'adeptes de langue de bois que ceux qui nous qualifient quasiment de racistes, parce qu'ils ont vu une seule photo où il y a un seul noir et 5 blancs, ou inversement. On trouve ça pas du tout intéressant, et on n'a aucune énergie
à dépenser dans cette discussion. Nous pensons qu'il faut aller, l'avenir de la Mauritanie au XXIe siècle, les nouvelles générations, il faut vraiment qu'elles fassent une abstraction totale de ces clivages coloriques qui ne mènent à rien, parce qu'il y a des Arabes en Mauritanie qui sont très noirs de peau, ça il faut le savoir, et il y a des Berbères qui sont très blacks, et il y a des blacks entre guillemets, des négros mauritaniens qui sont très clairs de peau, et il y a beaucoup de métis en Mauritanie, on va les caser où? Donc ça veut dire que notre avenir c'est la Mauritanie, tout court. C'est l'unité nationale mauritanienne. Je tiens toujours à commencer par parler de ça, malheureusement, parce que je suis un petit peu obligé, parce que je m'adresse essentiellement dans cette intervention en français à mes frères et sœurs qui ne sont pas hassanophones. Et donc, ils sont souvent interpellés par cette question. Que pense le mort là qui nous parle? Que pense lui des injustices qui ont été commises à telle année ou à telle année? Que pense-t-il des passifs humanitaires, des injustices vécues au quotidien contre des personnes qui ne sont pas des hassanophones, des personnes poulard ou soniquées ou wolof? Eh bien, je les reconnais tous et je pense qu'il faut les soigner tous ensemble. Non pas à partir d'un esprit de vengeance, parce qu'il n'a jamais servi à rien. Je pense que Mandela en est un excellent exemple, et d'autres. L'esprit de vengeance n'a jamais été constructif et ne mènera à rien, et souvent se retourne contre celui qui veut se venger. Par contre, l'esprit nationaliste, au sens positif du terme, patriotique, qui veut élaborer une solution générale, comme par exemple la solution de l'esclavage, qui est présente beaucoup chez les Maures et qui est présente dans les autres aussi, chez les Soninké et chez les Wolofs, eh bien, chez les Soninké, les Poulards et les Wolofs, ne peut pas être résolu par les descendants d'esclaves seulement. Il n'y a pas que les Hartani, et les Hartani des Poulards, les Hartani des Wolofs et des Soninké qui peuvent résoudre le problème d'esclavage. Je pense que toute la Mauritanie entière peut le faire. Donc, ce que je tiens à résumer ce soir, c'est que le projet en avant en Mauritanie, après 3 ans et demi d'existence, a abouti à une question bien simple. C'est que le projet d'État en Mauritanie, qui est un échec évident pour nous, a une seule solution pour s'en sortir. Cette solution est tout simplement de réorienter sa boussole vers l'état de droit. Il n'y a aucune issue que l'issue qui mène à l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? Vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le lire dans un livre. L'état de droit, c'est un fonctionnement général d'une république, par exemple. C'est-à-dire que l'on peut appliquer la totalité des dispositions constitutionnelles de la Constitution mauritanienne, dans toutes les réglementations, toutes les lois, avoir un état de droit, c'est-à-dire avoir un arsenal juridique et réglementaire qui est appliqué presque à 100%. Donc que toutes les injustices soient corrigées, que toutes les justices soient accentuées, que toutes les justices perdurent, s'installent, deviennent une habitude, tout simplement. Donc c'est ça l'état de droit. Or, en Mauritanie aujourd'hui, nous avons un ministre de l'Intérieur qui viole, par exemple, le code de la loi régissant la constitution des partis politiques, qui est, elle, issue d'une disposition constitutionnelle issue de l'article 93, qui dit que notre démocratie est une démocratie, comment ils appellent ça en français? Une démocratie pluripartiste. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs partis politiques en Mauritanie. Et il y a une loi qui régit ça, cette loi est freinée, est bloquée, et cette loi est tout simplement désactivée par le pouvoir en place aujourd'hui et le pouvoir d'avant. Donc on a une république qui est à l'arrêt, qui est alourdie par un certain nombre d'inapplications qui sont faites en Mauritanie. Donc la république, c'est comme une voiture ou comme un avion. Un avion ne peut pas voler sans réacteur. Une voiture ne peut pas rouler sans carburant. Donc la République aussi est un système, c'est un ensemble de lois, dont la première loi qui est la Constitution, avec les autres lois qui en découlent. Et les réglementations, s'ils sont appliquées partiellement, comme ça arrange tel ministre ou tel président ou tel général, eh bien c'est appliqué partiellement. Donc ça devient automatiquement une injustice, ou plusieurs injustices cumulées. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une république normale. En plus, lorsqu'on sait pertinemment, tous, qu'on veuille le cacher ou pas, que les pouvoirs ne sont pas, ils sont pas autonomes, ils ne sont pas séparés, les pouvoirs ne sont pas séparés, mais ils sont même inexistants, ou il en existe peu. Est-ce que le Parlement mauritanien aujourd'hui, qui représente le pouvoir législatif, est digne de ce nom? Est-ce que la majorité des députés sont aptes à légiférer? Est-ce que la majorité des députés ont l'aptitude suffisante pour légiférer? Légiférer, c'est-à-dire créer des lois ou critiquer des lois ou amender des lois. Est-ce qu'ils sont capables de faire le contrôle du travail gouvernemental? Eh bien, la réponse est non, c'est évident, c'est indiscutable. Parce que la majorité d'entre eux sont sortis d'un filtre qui est un filtre de tribus, de couleurs, d'ethnie,
qui ont un niveau très bas intellectuel, et quand il est très haut, ils sont corrompus déjà, ils sont hommes d'affaires, majoritairement évidemment, je ne généralise pas sur tout le monde. Donc la République déjà, elle a perdu un pied. La République a besoin de... La République telle qu'elle est appliquée aujourd'hui en Mauritanie doit marcher sur 3 pieds au moins. C'est-à-dire le pouvoir législatif qui est le Parlement, le pouvoir judiciaire qui est celui de la justice, j'y reviens tout de suite, et le pouvoir exécutif. Au moins 3 pieds. Et s'il y a un 4e pied qui est les médias et la presse indépendante, ça serait bien. On appelle ça le 4e pouvoir. Et on n'en est pas là parce que les 3 autres, qui sont fondamentales, qui sont prescrits dans la constitution mauritanienne, sont bafoués au quotidien. Notamment les 2 premiers pouvoirs qui sont affaiblis, qui sont presque inexistants en Mauritanie, celui du pouvoir législatif du Parlement, qui est souvent domestiqué par les généraux qui gouvernent le pays, les chefs d'État qui arrivent au pouvoir de la façon que vous connaissez bien, parce qu'on vient d'avoir une transition il y a moins de 2 ans entre 2 généraux amis. Et donc, on n'est pas encore dans une république où il y a une transition normale, où il y a une gouvernance civile, comme dans la majorité des 200 pays qui sont dans le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'être opposant. Moi, je ne suis pas opposant particulièrement, mais je ne suis pas non plus dans la majorité, mais c'est une évidence. Je me suis seulement juré, moi et mes amis au projet Naval en Mauritanie, de dire les vérités les plus crues, sans insulter personne, mais nous pensons que la solution la plus salvatrice, comme pour un patient chez le médecin, il doit reconnaître qu'il n'y a pas de secret pour le médecin ou pour le mécanicien qui veut réparer votre voiture, eh bien, il n'y a pas de secret non plus pour le peuple mauritanien s'il veut s'émanciper. Eh bien, sachez que ce n'est pas une vraie démocratie, ce n'est pas une vraie république parce que la Constitution, les dispositions de la Constitution ne sont pas appliquées. Les lois il y a beaucoup de lois qui sont désactivées, qui sont piétinées au quotidien. Donc la République, elle est partiellement et partiellement appliquée, et donc on ne peut pas s'en sortir. Donc, d'abord, on n'est pas dans une république, il n'y a pas de transfert de pouvoir, il n'y a pas d'alternance politique normale entre des régimes civils normaux qui gouvernent les pays de façon normale. Donc, le pays n'est pas normal. Voilà, la Mauritanie n'est pas normale. En plus de cela, le pouvoir exécutif qui domestique les autres, quand il ne les méprise pas, au moins il les domestique, c'est-à-dire domestique les 2 pouvoirs, c'est-à-dire le législatif, le Parlement, dans lequel on rentre par des critères qui ne sont pas des critères normaux, ne sont pas des critères constitutionnels ni normaux. Les élections, elles sont noyautées, elles sont vidées de leur sens initial, originel. Eh bien, passons au 2e pouvoir. Il est comme l'autre, le pouvoir juridique. Vous savez que la Cour suprême prononce des verdicts qui sont inappliqués aujourd'hui en Mauritanie. Je peux vous en donner plusieurs exemples. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont porté plainte, et j'en fais pas partie, qui ont porté plainte au niveau de la Cour suprême. Ils ont obtenu gain de cause et le ministère de l'Intérieur leur interdit, le ministre de l'Intérieur qui est nommé par un décret présidentiel seulement et non pas par une loi, interdit des dispositions de la loi et suspend des décisions de la Cour suprême mauritanienne. Donc ça vous donne un exemple criant. Je vous donne l'affaire de Tévérit, de la gigantesque et la géante poubelle de Tévérit, qui a un gain de cause avec une décision, un verdict final de la Cour suprême mauritanienne qui est aujourd'hui suspendu également, parce que les autorités ne veulent pas. Donc l'exécutif, clairement, met à genoux les 2 pouvoirs qui sont censés exister dans cette République. Donc aujourd'hui, en Mauritanie, on parle depuis quelques jours d'un dialogue, le 1e dialogue en Mauritanie. Et nous, au projet Naval en Mauritanie, et c'est le cas pour beaucoup de forces vives mauritaniennes que j'ai rencontrées moi-même, des députés indépendants qui sont rares, il n'y en a pas beaucoup, des forces jeunes en Mauritanie qui sont là, qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas agréées, sont opprimées donc par les autorités en place, qu'ils le veuillent ou pas. C'est fait, c'est parfait, quoi. Et donc, ces forces vives, que j'appelle la majorité silencieuse en Mauritanie, voient très bien qu'il n'y a pas de république et que la démocratie est erronée et falsifiée. C'est une fausse démocratie. Et donc, on est au 1e dialogue national. On va bientôt faire un dialogue. Je ne sais pas s'ils l'appellent dialogue ou concertation. Ils vont peut-être donner un titre qui leur permet d'arriver à leur fin de la façon la plus rapide. Mais ce que je tiens à dire ce soir, avant de conclure ce live en français, pour résumer mes nombreux lives hassanophones ou arabophones, c'est que, où sont les résultats des dialogues précédents? Je pense que le peuple mauritanien est en droit de se poser 3 questions fondamentales, ou 3 questions et recommandations fondamentales. La première, les personnes de l'opposition et de la majorité, les présidents et les responsables des partis politiques qui sont en train de se concerter, on l'a entendu la semaine dernière, pour une ébauche d'une sorte de dialogue ou de concertation, appelez-le comme vous voulez,
apparemment, ils sont tombés d'accord sur un début de feuille de route qui est certainement cousue en fonction de leur attente à eux. Donc, ils ont mis une condition qu'il faut, pour participer à ces débats, peut-être il faut juste parler entre partis politiques représentés au Parlement. Mais ils ont été représentés grâce à quelle loi? Lorsque vous voulez améliorer votre cuisine, votre repas, est-ce que vous allez vous réunir forcément avec le cuisinier qui est là, qui vous a toujours servi des mauvais plats? Ou est-ce que vous allez regarder sur Internet et lire les catalogues et parler avec d'autres cuisiniers de l'extérieur? Ou est-ce que vous allez rester dans votre petite cuisine, vous, avec vos petits ingrédients de merde, excusez-moi l'expression, et avec votre cuisinier nul, pour vous trouver de nouvelles cuisines? Mais ça s'appelle tourner en rond, et ça s'appelle un serpent qui se mord la queue. Nous pensons au niveau du projet Naval Mauritanie, avec beaucoup de forces vives avec lesquelles on a eu des échanges, que d'abord, il faut être juste avec le peuple mauritanien, il faut innover un petit peu, parce que les personnes qui sont actuellement autour de la table, d'après ce qu'on a entendu, sont les mêmes qui ont participé au dialogue d'avant. Donc c'est une plaisanterie, ils recommencent. Ils devraient respecter suffisamment le peuple mauritanien en lui disant, en lui reconnaissant quelque chose. Ils ont participé aux autres dialogues. Qu'est-ce qu'ils ont découvert aujourd'hui? Ils vont dialoguer autour de quoi aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avant? Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans les dialogues de Abdelaziz et les autres dialogues d'avant, et qui va être fait aujourd'hui, au XXIe siècle, avec Razouani? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui a manqué la dernière fois pour qu'il soit fait maintenant, ou qu'il soit rattrapé? Ça, c'est la première question. Il est où les bilans des anciens dialogues? Est-ce qu'ils étaient des dialogues partiels? Est-ce qu'ils n'étaient pas sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a fait échouer? Qu'est-ce qui manque? S'il faut un dialogue aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, ou il y a beaucoup de choses qui manquent. Je pense que les personnes qui vont participer dans ces dialogues, qui ont participé dans d'autres, doivent avoir l'honnêteté intellectuelle, doivent avoir un minimum de pudeur pour dire aux Mauritaniens aujourd'hui, voilà, on participe dans le énième dialogue parce que les autres, telle ou telle chose. Les autres n'ont pas été top, il manque quelque chose, on se rattrape, on se repent même, c'est un repenti peut-être. Donc il faut se poser la question. La deuxième question, alors le dialogue actuel, on va le faire, mais on ne peut pas le faire entre clubs fermés parce que ça ne sert à rien. À cause de si vous ne faites pas participer une large classe politique mauritanienne de tous bords, eh bien ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux et ça ne va pas réussir en plus. Donc ça veut dire que ce n'est pas sérieux parce que ça sera les mêmes. Dans ce cas-là, dialoguer dans WhatsApp ou dialoguer au siège de l'IPER, dialoguer au siège de RFD ou dialoguer je ne sais pas où, par WhatsApp ou dans vos réunions ou au téléphone. Parce que vous parlez entre vous et vous allez continuer à parler entre vous. Et vous avez déjà parlé entre vous les années précédentes. Donc ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de solution salvatrice. En tout cas, il y aura toujours une pièce de théâtre qui va passer comme d'habitude, qui va perdre du temps au peuple mauritanien, qui va le distraire des choses essentielles. Et il va s'en rendre compte, ce qui va accentuer certainement la rancune et la haine. Et qui va encore détruire ce qui reste de l'espoir. En plus, on est au XXIe siècle, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos, il y a le téléphone, smartphone. Et on peut tout filmer. C'est difficile de dialoguer de l'avenir de 5 millions de personnes à huis clos. C'était impossible, surtout à Nouakchott. Donc ça, c'est tout le monde le sait. Donc on va savoir tout et il y aura un dialogue national. Que vous le veillez ou non, il y aura un dialogue national. Donc autant faire participer un maximum de gens. Et je dis ça pas pour moi. Moi, je n'ai aucune envie de participer. Je peux participer si on me le propose. Mais moi, je suis en train de participer parce que je suis en train de vous parler, vous. Je suis en train d'enregistrer des lives, de dire mes avis, de parler au nom du projet Naval Mauritanie, de m'exprimer librement. Alhamdulillah. Donc, le dialogue, il est en cours. En plus, le dialogue, c'est salvateur. C'est un signe de santé d'une république qui se veut digne de ce nom. Donc, il faut, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, il y a toujours des dialogues dans tous les domaines parce que c'est un travail humain. On a toujours besoin d'élaborer, de mettre à jour des lois, de discuter la batterie des valeurs et de l'éthique, de négocier. Il y a des dialogues permanents qui sont des dialogues légiférés dans la loi, dans la Constitution. Les Mauritaniens n'ont pas besoin. Il y a un ministre, malheureusement, qui a eu le réflexe primitif de penser que le dialogue, c'est lié toujours aux crises. S'il n'y a pas de crise, on n'a pas besoin de dialogue. C'est qui est extrêmement stupide et qui est complètement... qui est aberrant, en fait. Non. Hein, les dialogues... les pays développés dialoguent toujours et tous les jours. Alors, les pays sous-développés, n'en parlons pas. C'est eux qui ont le plus besoin de dialogue, ils n'ont pas besoin de crise.
Ils ont besoin. Et on a remarqué aussi que les partis politiques de l'opposition, de ce qu'on appelle l'opposition, hein, si on peut les appeler encore ainsi, pensent qu'ils ont toujours répété à Ould Abdelaziz dans les années précédentes qu'il faut toujours des prémices, des préliminaires au dialogue, il faut des conditions préalables. Et là, on a remarqué qu'ils ne l'ont pas demandé. C'est tant mieux. Il y en a entre eux qui ont dit que c'est parce qu'il y a la confiance maintenant. Eh bien, c'est bien. On verra cette confiance va donner quoi. Et donc, sachez que, pour finir sur cette question de dialogue, un dialogue dont les résultats ne seront pas appliqués dans leur délai est une perte supplémentaire de temps et d'énergie. Voilà. Je passe au dernier point, c'est celui de la bonne gouvernance que j'ai entamé tout à l'heure. Donc nous, au projet Naval en Mauritanie, nous sommes arrêtés, après avoir discuté la santé, la justice, l'éducation, le sport, l'enseignement, les salaires, l'unité nationale bien sûr, la jeunesse, l'employabilité, la presse, tous les domaines sur lesquels repose un État digne de ce nom. La pêche, l'agriculture, le territoire national, la constitution, l'organigramme du gouvernement, tout. Après avoir discuté de tout ça, nous nous sommes rendus compte que la Mauritanie n'a pas besoin de théorie. La Mauritanie a un arsenal juridique et réglementaire qui est plus ou moins acceptable. Il est même mieux que certains de la sous-région. La Mauritanie, ce qui lui manque, c'est des enfants, c'est des fils honnêtes. La Mauritanie, c'est qu'il lui faut un minimum de fils honnêtes, des compatriotes qui ont ce sens, qui ont le sens de l'honnêteté intellectuelle, qui pensent véritablement avec conviction profonde que la Mauritanie demain ne se construira pas sur base d'intérêts personnels, de nomination ou de gains d'appel d'offres, ou de gains d'argent personnel, ou de construction d'une grande maison à Tabarazena, ou le gain d'une voiture, ou la possession d'un appartement à l'étranger, ou d'être un chef d'une tribu ou d'un village. Ça ne construira pas la Mauritanie, au contraire, ça la détruira. Ce qui construira la Mauritanie, c'est l'état de droit. Vous savez, c'est l'état de droit qui va solidifier l'unité nationale, qui va la rendre vraie, réellement dans les faits et non pas dans la parole. C'est l'État mauritanien, l'État de droit en Mauritanie qui va faire disparaître de façon très civilisée l'esclavage et les séquelles d'esclavage. C'est l'État de droit en Mauritanie qui va faire améliorer les salaires. C'est l'État mauritanien qui va séparer les pouvoirs, qui va rendre la justice indépendante. C'est l'État de droit en Mauritanie qui va éloigner les militaires de la gouvernance et éloigner les militaires de la gestion des affaires publiques parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. C'est pas à eux de le faire, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour les affaires publiques. C'est l'état de droit. Et l'état de droit, il a une seule route qui mène à l'état de droit. C'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est l'application de tous les textes constitutionnels et tous les textes juridiques qui en découlent, tous les textes réglementaires et tout l'arsenal juridique et réglementaire. C'est tout. De l'appliquer à la lettre. Et quand ce n'est pas applicable, on le change. Mais il n'y a pas une solution entre les deux. Donc, appliquer tout sur lequel on s'est mis d'accord en Mauritanie, que ce soit la Constitution, les lois votées par le Parlement, appliquer tout correctement et justement. Si ça s'est fait, l'État roule sur des roulettes. Il n'y a rien à découvrir à nouveau. Il y a 200 et quelques États dans le monde. Il n'y a pas besoin de réinventer l'État. On n'a pas besoin de dialogue. Appliquer les lois, toutes les lois. Si une loi n'est pas bonne, eh bien, on l'abroge. Les mécanismes républicains de la République, il faut les appliquer tels qu'ils sont. C'est tout. Si ça s'est fait, il y aura la justice, il n'y aura pas besoin de dire le recrutement, ce n'est pas transparent. Non, on a appliqué la loi du recrutement. Si les salaires ne sont pas suffisants, il y a une loi qui dit que le salaire doit correspondre aux besoins et au pouvoir d'achat. Si l'unité nationale n'est pas là, il y a une loi ou une constitution qui dit que tous les Mauritaniens sont égaux réellement, doivent être traités comme tels. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Etc. Si l'urbanisme ne fonctionne pas, ben, il y a une loi qui s'appelle le code public, le domaine public, la gestion du domaine public. Si elle est appliquée correctement, tout le monde aura une parcelle de terrain. Il n'y a pas besoin d'être ami avec le ministre des Finances pour avoir des parcelles de terrain. Il n'y a pas besoin d'être ami avec la ministre de l'Habitat pour avoir quelque chose, ou d'être ami avec l'ADU. Il n'y a pas besoin de ça, parce qu'il y aura des lois. Si votre fils obtient une bourse, il va l'avoir parce qu'il y a une loi qui dit que les gens qui réussissent doivent être récompensés. Il y a une loi qui dit que l'esclavage est interdit et puni par la loi. Eh bien, ça sera puni aussi. Et donc, ça va s'arrêter. Donc, le malheur des Mauritaniens, l'apocalypse des Mauritaniens qui ne la voient pas, mais elle est là, c'est que ce qu'ils disent, ils ne l'appliquent pas. Ça s'appelle de la malhonnêteté collective. Moi, j'appelle ça de la malhonnêteté collective. On est collectivement malhonnête. Et on est collectivement
hypocrite. Et donc rien ne bougera, il y aura toujours la poubelle, il y aura les moustiques, il y aura les injustices dans la circulation, dans le fait de faire la chaîne devant l'administration, il y aura l'injustice dans les nominations, il y aura le partage de pouvoir qui est très mal fait, il y aura tout qui est mal fait. Tout, tu ne peux pas acheter une baguette de pain s'il n'y a pas d'état de droit. Tout le monde peut te tromper. Le chauffeur de taxi va te tromper. Celui qui vend la viande, il va te tromper. À l'école, tes enfants ne vont pas étudier correctement. La Somalek va te couper l'électricité parce que la Somalek n'a peur de rien. Il n'y a pas de loi. La Somalek n'a pas peur du juge. La SN2, elles vont t'enlever ton compteur parce qu'il n'y a rien qui les punit après, si tu portes plainte. Dans les nominations, on va t'enlever ton poste. On ne va pas te donner quelque chose par le mérite parce qu'il n'y a pas de loi qui est appliquée dans ça. L'appel d'offres, tu vas faire un appel d'offres, ça ne sera pas juste parce qu'il n'y a pas une loi qui est appliquée au final. Parce que la Cour suprême mauritanienne aujourd'hui, ça lui arrive de faire des verdicts qu'un ministre peut arrêter, peut stopper alors qu'il est ministre par décret seulement. Donc il y a un dysfonctionnement général dans les textes et dans la République islamique de Mauritanie, ce qui fait que nous sommes tous malheureux. Même les riches, il va être riche, il va construire une grande maison qu'il a volée ou qu'il n'a pas volée, et il a de l'argent qu'il a trouvé lui-même par son travail, mais il va construire une grande maison à Taverazine, mais il sera réveillé par un âne qui crie à côté de lui à 4 h du matin, parce qu'il n'y a pas de loi qui régit ça. Parce que son voisin n'a pas l'eau, il va lui toquer pour avoir un bidon d'eau. Il va le réveiller. Un riche peut aller dans un café très chic à Nouakchott, mais il y aura un mendiant qui va venir l'embêter. Parce que les lois sur les mendiants, ce n'est pas appliqué. Un riche peut ouvrir sa maison. Et ses cousins vont tous venir manger chez lui, ils vont vivre chez lui, ils vont lui demander de l'argent, ils vont commander parce qu'ils n'ont pas de justice sociale. Il n'y a pas la CAF, il n'y a pas une caisse d'allocation familiale. Il n'y a pas des allocations, les chômeurs ne sont pas pris en charge, ils sont laissés à leur destin. Voilà. Un directeur ne peut pas travailler correctement, un ministre ne peut pas travailler correctement. Pourquoi? Parce qu'il est assailli par les appels téléphoniques, pour les interventions, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas une réglementation qui dit à tout le monde il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'obtiens pas ça. Donc une république, elle est vraie ou faux. La république, elle est vraie ou fausse. C'est comme un avion, il ne peut pas voler avec une seule aile. Il va voler avec ses 2 ailes, ou il ne vole pas. Il ne peut pas voler avec une moitié de réacteur ou avec un réacteur. La République elle ne peut pas exister dans le président et les généraux et leurs amis. Ça, ce n'est pas une République. Elle n'aura pas beaucoup de temps à vivre. Une République, c'est connu, c'est une théorie établie par les constitutionnalistes, par les spécialistes de la science politique. Il faut 3 pieds au moins. Un pouvoir juridique, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif qui sont existants réellement, chacun tout seul, et après ils sont séparés, ils sont indépendants. Ça n'existe pas en Mauritanie comme ça. Et donc ne vous trompez pas, faites les dialogues que vous voulez, faites toutes les concertations que vous voulez, discutez dans des lives sur Facebook, criez aux abois, parlez entre vous, soyez racistes ou pas, soyez solidaires entre vous, soyez patriotes, faites le travail humanitaire, faites tout ce que soyez religieux ou soyez des lights, c'est comme vous voulez. Rien ne fonctionnera parce que vous n'êtes pas dans un état de droit. Et l'état de droit, vous n'avez pas encore pris son chemin, qui est le chemin de la bonne gouvernance. Et donc, c'est la bonne gouvernance ou rien. La bonne gouvernance ou rien. Il n'y a pas un autre chemin. Tout chemin autre qui n'est pas la bonne gouvernance est un chemin trompeur. C'est un détour qui va vous mener dans un cercle vicieux, qui est celui d'un serpent qui se mord la queue. Donc, chers Mauritaniens, chers compatriotes, de tous bords, de tous les Mauritaniens, sachez que tant que vous n'avez pas commencé à dire ce que vous pensez être des vérités absolues et de discuter entre vous avec franchise fraternelle, avec honnêteté intellectuelle, vous n'allez même pas prendre le chemin de la bonne gouvernance et vous n'allez même pas discuter la vraie solution. Et donc, il est évident que jamais vous aurez un état de droit et donc encore moins un état développé en Mauritanie. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.